La division des fonctions a été pendant tout un temps la norme. Là, la ville à 10 minutes a pour objectif de plutôt ramener une mixité fonctionnelle dans les quartiers et de permettre de créer des lieux de vie dans des endroits qui le seraient moins. Même si ici, on parle de 10 minutes à pied, oui. Vous l'avez dit, la meilleure façon de lutter contre un quartier qui deviendrait une nasse, c'est de leur permettre de sortir facilement, même sans sa voiture, en allant se déplacer dans un autre quartier. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la ville à 10 minutes. Alors vous le savez, c'est le titre de ce podcast dans lequel on essaie d'aborder les différents débats sociétaux qui concernent la ville, mais pas que. Mais aujourd'hui, on a un invité particulier qui est Adeline de Vleeschouwer, qui est géographe et qui travaille à la ville de Bruxelles sur le concept de ville à 10 minutes, et notamment sur la façon de le cartographier, en tout cas de lui rendre une matérialité qui puisse être diffusée. Et donc c'est au-delà du concept sur lequel on va travailler, expliquer les premières analyses que nous avons sur ce concept qui d'ailleurs n'existe pas qu'à la ville de Bruxelles, qui existe d'ailleurs dans beaucoup de villes dans le monde et qui se répand très fort. Peut-être une première question, on a souvent une image du géographe ou de la géographe dans les personnes qui ne les côtoient pas comme étant le prof de géo, qui est un métier tout à fait respectable, mais la géographie c'est bien autre chose et ça a toujours permis aux villes d'évoluer, en tout cas d'être étudiées. Comment vous définiriez justement le rapport entre la ville et la géographie ? Eh bien, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, le domaine est effectivement vaste et va totalement au-delà de donner des cours de géographie dans les écoles. La géographie est utilisée pour la santé, la géographie est utilisée au niveau des villes, notamment via les plans de stratégie. Tout ce qui est en rapport avec la construction des villes, c'est utilisé en 2D, mais également en 3D pour apporter des perspectives différentes. On a notamment ça avec les études d'ensoleillement, les servitudes. Les géographes ont toujours accompagné, on va dire, les grands dirigeants et les grands bâtisseurs des villes. On peut notamment parler de toutes les opérations haussmanniennes à Paris, mais également tout ce qui est conquête militaire et donc la découverte de tous les territoires à gérer sous une emprise de l'une ou l'autre personne, tout ce qui était le développement via Vauban des grandes cités. Les géographes ont toujours accompagné tout ce qui est administration et gestion du territoire. Et aujourd'hui, donc sur la ville à 10 minutes, qui est d'abord un concept politique, dans le sens noble du terme, qui est de dire comment on équipe les quartiers, puisque c'est ça, vous savez que la ville et la région, c'est un ensemble de quartiers, d'ailleurs des quartiers parfois fort différents, avec des populations différentes, avec des fonctionnalités différentes, des fonctions parfois plus administratives, parfois plus d'habitat, parfois plus d'équipement. Il y a ce concept qui s'est développé de ville à 10 minutes. Donc je le rappelle pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, c'est un concept qu'on peut retrouver ville du quart d'heure, ville de proximité. Il s'est appelé comme ça à la ville de Bruxelles. C'est le fait de dire que des équipements collectifs viennent structurer un quartier et viennent lui donner une meilleure habitabilité. Ça peut être une crèche, une école, un commerce, des salles de sport, des salles culturelles, du transport en commun, des espaces verts, des commerces, enfin une série de données. Et donc, votre travail à la ville de Bruxelles, c'est de donner corps à cette théorie pour en fait chiffrer et cartographier ce qui existe et aussi les manques. Exactement. Donc, le concept de la ville à 10 minutes a plusieurs facettes, c'est-à-dire qu'en fonction des endroits où on va se trouver sur le globe, il va y avoir la ville du quart d'heure à Paris, il va y avoir les 20-minute neighborhood, donc les quartiers à 20 minutes plutôt du côté anglo-saxon, mais tous les concepts se rejoignent, même si le temps diffère, c'est améliorer la qualité de vie des habitants et c'est le rapporter à proximité de leur logement, mais aussi de leur lieu de travail, tout ce qui structure leur vie selon plusieurs aspects. Donc là, pour passer du slogan et du concept de la ville à 10 minutes à quelque chose de plus concret à la ville, on s'est axé sur 4 dimensions. La mobilité, pour permettre aux habitants de sortir de leur quartier et d'aller plus loin pour aller chercher certains équipements. Il y a d'autre part tout ce qui est environnement et cadre de vie, donc la sensibilité à la question climatique, à l'accès à un espace vert, qui sont à tendance plus fraîche, donc une réponse aussi aux îlots de chaleur, un espace public pour avoir une vue culturelle, une vie de quartier.
Troisième aspect, c'est le vivre ensemble, la solidarité des gens qui se structurent autour de points névralgiques, autour de la culture, des bibliothèques, des maisons de quartier, mais aussi les services administratifs de la ville, tout ce qui structure la jeunesse avec les écoles. Les seniors aussi ne sont pas délaissés dans cette ville à 10 minutes ici à la ville de Bruxelles. Il y a également la petite enfance, tous les aspects culturels. Il y a aussi la santé qui est très importante comme objectif de ville à 10 minutes. Et alors en quatrième point, a été repris également toute la partie économie, les commerces de proximité, pas nécessairement que l'alimentaire, parce que ce n'est pas que ça le commerce de proximité, c'est également les commerces non alimentaires de type les mutuelles, les ATM, les wasserettes ou laveries, ça dépend du terme qui est utilisé ici à Bruxelles. Donc le tout pour couvrir l'entièreté de la vie des habitants, sur tous les aspects et pour améliorer justement la qualité de vie. Alors, Adeline de Vlechoë, je rappelle que vous êtes géographe à la ville de Bruxelles, vous travaillez sur ce concept de ville à 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut déjà découvrir ? On a déjà une quantification de l'offre, il y a déjà des choses très concrètes qui vont pouvoir être consultées par les citoyens ? Oui, alors exactement. Le modèle de la ville à 10 minutes, c'est un modèle assez classique. Donc, on va regarder l'offre en équipement, on va plus tard la comparer à la demande pour essayer de trouver un équilibre. Donc on a fini l'offre aujourd'hui à la ville de Bruxelles et on a sorti effectivement un indicateur de ville à 10 minutes qui rassemble 85 informations différentes, donc un peu de toutes celles que je vous ai citées précédemment. Et donc cet indicateur, on a une cartographie qui représente les valeurs de ville à 10 minutes qui sont représentées symboliquement sur 10 sur le territoire. Ce qui est donc important pour que les personnes qui écoutent ce podcast comprennent, c'est vraiment d'avoir une carte accessible à tous, puisque vous l'avez dit, on a fait l'offre, mais maintenant on va demander aux citoyens leur demande. On essaie de consulter un maximum les personnes, mais pour co-construire une ville, c'est pas juste d'aller demander un avis, tiens, de quoi avez-vous besoin ? C'est d'aider à la décision, à la fois les personnes élues, la démocratie représentative, mais dans la démocratie participative, d'aider le citoyen à avoir accès à cette décision. Donc ce qui va être intéressant dans cette carte, c'est en tapant votre adresse, en fait, vous aurez un quartier. De nouveau, pas seulement limité aux frontières de la ville de Bruxelles, les gens ne le savent peut-être pas toujours, mais il y a 19 communes sur la région bruxelloise et dans tout ce qui borde les quartiers est intégré également dans vos statistiques. Et ils pourront voir quelles sont les fonctions réelles et effectives et quelles sont les fonctions manquantes. Ce qui permettra aussi d'alimenter ce débat au-delà de leur expérience à elles-mêmes. Et quelque chose d'important que vous avez dit et qui me semble fondamental, c'est que un des concepts, c'est la mobilité. Aujourd'hui, une des critiques qui a été faite à la ville à 10 minutes, c'était le fait que, c'est ce que l'urbaniste français Philippe Estébé dit, de faire attention de ne pas créer des quartiers qui sont des NAS, mais qui doivent être des SAS. Et que la NAS vous enferme dans votre quartier, et le SAS vous permet de passer d'un quartier à l'autre. Je crois aussi que à travers cette étude, vous pouvez montrer que, dans le fond, les gens ne sont pas du tout enfermés dans leur quartier, que c'est pas parce qu'on l'équipe de façon importante qu'ils y restent coincés. Effectivement, donc quand on regarde la ville à 10 minutes, le but c'est toujours de respecter le libre arbitre des citoyens au niveau des choix qu'ils font. Ils pourraient très bien aller dans une piscine particulièrement plutôt qu'une autre, aller faire son commerce à un quartier plutôt qu'un autre. Donc ici, la ville à 10 minutes va regarder si quelque chose est accessible à 10 minutes à pied, mais ne va pas nécessairement obliger, et c'est pas du tout l'objectif, obliger le citoyen à aller dans tel ou tel endroit. C'est d'ailleurs pour ça, comme vous l'avez dit, qu'on a repris toute une partie du transport public. On prend les arrêts de métro, trambus, la SNCB, qui est parfois importante au niveau local, surtout du côté de Harren pour rejoindre le centre-ville. 44 gares à la région bruxelloise. Les gens n'utilisent pas le train parce qu'on n'a pas l'habitude, mais vous avez raison de le souligner. Il y a 44 gares de proximité. Alors, pas toujours desservies de façon idéale, mais demain, c'est un tissu absolument exceptionnel pour se déplacer rapidement dans la ville. On collecte également les informations, que ce soit de la STIB, de la TEC et de l'EIN, donc on va aller brasser extrêmement large. Et le but est de pouvoir fournir aux citoyens la proximité à tous ces arrêts pour pouvoir sortir de leur quartier. On parle de la ville à 10 minutes, mais il y a certaines informations qui doivent plutôt être regardées à 5 minutes ou à 20 minutes. Il y a une certaine logique derrière. On ne va pas marcher à 10 minutes avec ses verres sous le bras jusqu'à la bulle à verre, et également pour accéder à un compost collectif. Et
De l'autre point de vue, pourquoi certaines données à 20 minutes? Les hôpitaux sont à 20 minutes, les écoles secondaires, on va plutôt les regarder à 20 minutes. Donc quand on regarde tout le florilège d'informations et de données qu'on a collectées pour sortir cet indicateur, la très grande majorité se situe à 10 minutes. Il y a certaines choses qui ont été ramenées à 5 parce que c'est bien sûr la ville de proximité centrée sur le citoyen et donc il y a une certaine logique, et d'autres à 20 minutes. Il y a quand même un constat qui est important, c'est qui n'est pas toujours connu et que vous avez pu démontrer dans vos cartes, c'est que ce sont en fait les quartiers les plus populaires qui sont souvent les mieux équipés. On a souvent cette impression qu'il y aurait une discrimination spatiale. Alors, elle peut exister, attention, dans nos villes, évidemment, mais c'est intéressant de savoir que dans le fond, les équipements importants se trouvent aussi dans les quartiers populaires. Effectivement, donc comme on a pu calculer l'indice de ville à 10 minutes et le mettre sur carte, on peut regarder quels sont les lieux qui ont les meilleurs scores de cette ville à 10 minutes. Et là, on voit un sillon nord-sud qui va de Stalingrad à Nessens, Béguinage d'Ixmude et qui revient jusqu'au Vieux-Laken. Et donc, ce sont des zones qui sont d'abord, qui ont un autre défi, c'est la densité urbaine. Parce que ça aussi, c'est vrai qu'on n'est pas à la même densité dans Bruxelles entre la première couronne, là je vais parler un peu plus au niveau régional, et la deuxième couronne, on le dit depuis longtemps. Et donc, la densité, le pendant positif, c'est que ces quartiers sont plutôt bien équipés par rapport justement à ce concept de ville à 10 minutes, par rapport à d'autres où il y a moins de densité, mais parfois plus de respiration. Et donc, aussi, l'idée de ces cartes, c'est de pouvoir faire respirer les quartiers, de voir un peu, OK, mais sur quoi peut-on travailler? On sait qu'aujourd'hui, il y a une série de quartiers qui peuvent être en développement. Eh bien, il faudra aussi les développer par rapport à des infrastructures parfois collectives. Je prends toujours l'exemple des terrains de grand foot. Ils sont principalement concentrés à Nederoverenbeek, parce que des grands terrains de sport, c'est pas possible de les mettre dans le Pentagone, voire même dans le bas de Laken, mais ils sont vers les hauts. Il y aura une réflexion sur les espaces verts, ce qui ne néglige pas le fait de créer ce qu'on a appelé les pocket parks, c'est-à-dire des lieux de respiration d'espaces verts qui sont dans les endroits fortement denses. Quelle est un peu votre vue sur la densification urbaine? Moi, j'aime mieux le mot intensification urbaine, parce que densification, c'est un côté très, très négatif, alors que l'intensification, ça peut être l'intensification des relations humaines, l'intensification des équipements. Là, pour la ville de Bruxelles et la ville à 10 minutes, effectivement, on voit que ce sont des quartiers assez denses qui sont les mieux desservis en équipement. Et donc, effectivement, le défi est de pouvoir les ouvrir pour amener certains services qui se retrouvent dans la ville à 10 minutes et qui pourraient être en contrariété avec ces densités. Vous avez cité les espaces verts. Donc, souvent, on voit que les zones qui sont les moins performantes en termes de ville à 10 minutes sont les grands espaces verts de la ville. On parle du Bois de la Cambre, le parc d'Ossegem, moins espaces verts, même pas, voire pas du tout le plateau du Hezel. Ce sont ces zones-là qui sont moins desservies. Et donc, effectivement, quand on a un espace vert, on a d'office moins de commerce et d'autres équipements de bibliothèques, d'écoles, etc. À proximité. Après, au niveau de la densification, c'est la logique de la ville. Pour pouvoir profiter d'une concentration en service, il faut pouvoir concentrer la population. Ce qui est intéressant, c'est justement de parler de densité urbaine, parce que ça revient au modèle et le principe de comparer l'offre et la demande. Quand on a croisé les résultats de la ville à 10 minutes et qu'on a regardé les endroits qui étaient les mieux cotés en termes d'indice de ville à 10 minutes, on a remarqué que 80% de la population se trouve dans les zones supérieures à la moyenne en termes de ville à 10 minutes, donc au-delà d'un indice de 6 sur 10. Et donc c'est quand même important de rappeler que même si la densité a parfois des effets un peu, on va dire, négatifs au niveau du vivre ensemble, ça reste quand même les endroits les mieux desservis, et donc les endroits qui ont le plus haut potentiel pour amener une qualité de vie supérieure. Et rappelez quand même que l'intensification urbaine, c'est aussi un modèle de développement durable, parce que le pire pour le développement durable, c'est l'étalement urbain. Donc, quand vous voyez des villes comme Los Angeles qui s'étendent sur 120 km, il n'y a rien de pire en termes de mobilité, rien de pire en termes de déplacement, et que quand même avoir une certaine intensification, avec sans doute un équilibre à retrouver en région bruxelloise entre, je le répète, les premières et deuxièmes couronnes, est en cas un équilibre intéressant que choisit la population. Si je prends le cas de la ville de Bruxelles, nous sommes la ville qui progresse le plus en termes d'habitants. Généralement, c'est un indicateur quand même assez positif. Si votre ville gagne des habitants, ce qui est le cas de la ville de Bruxelles, ça a été monté par une dernière étude statistique, c'est qu'il y a un choix important. Pour donner un exemple, on est passé en 20 ans avec 55 000 habitants de plus. C'est gigantesque. Donc, pour donner une commune périphérique, c'est 1,5 fois la commune de Waterloo qui est venue s'asseoir. Je parle que de la ville de Bruxelles. C'est 200 000 personnes en plus sur la région bruxelloise. Donc, ce sont quand même des phénomènes qui montrent que l'équipement des quartiers, en tout cas, c'est la conclusion quand je lis votre étude
j'avais ce sentiment, et je rappelle que le boulot qu'a demandé la ville aux géographes, c'est justement de matérialiser parfois les impressions qui étaient les nôtres, et parfois de les démentir, de dire mais attention, là vous travaillez dans ce chemin-là, c'est pas sans doute un chemin. Mais vous avez beaucoup parlé maintenant, on a parlé de l'offre. Comment, à votre avis, imaginez-vous que l'on puisse aller vers la demande? Puisque l'idée aussi, c'est d'interroger les citoyens. On essaie de le faire dans beaucoup de nos politiques, mais pour qu'ils expriment leurs souhaits par rapport notamment à ces équipements et ce concept de ville à 10 minutes. Vous avez des perspectives, des idées pour activer ces fameuses cartes et ces fameux programmes que nous avons développés? Alors pour la partie demande, il y aura de toute façon une partie avec les statistiques pour savoir où se situe la population. Il va y avoir tous des critères qui vont influencer l'offre, donc au niveau de l'âge. Notre âge définit une série de services que l'on va consommer ou pas. La question de genre, même si elle est beaucoup moins représentée, il y aurait plutôt un lien avec le sport. Que les pratiques sportives en fonction du genre diffèrent. La composition des ménages aussi, le fait d'être une famille avec enfants est totalement différent d'être un ménage isolé, encore plus un ménage isolé du côté des personnes âgées, les besoins vont être différents. Donc voilà, il y a toute une série de statistiques, le revenu, le niveau d'instruction qui vont influencer l'offre. Après, le but de cet outil, c'est de pouvoir communiquer auprès du citoyen, vous en avez déjà parlé, donc on va mettre sur Internet à un moment donné le résultat de l'outil et il va devenir la porte de la discussion pour pouvoir justement permettre aux citoyens de s'exprimer en termes de besoins, et donc il y aura un lien, j'imagine, avec la ville participative à ce sujet. Mais Adeline de Vleeschouwer, donc ce qui est intéressant dans ce que vous expliquez et ce qu'on essaie de développer, c'est qu'en plus maintenant, on n'a jamais eu autant accès à du data, de la donnée. Donc vous citez les âges, les genres, alors évidemment on les anonymise, donc il faut rassurer les gens qui nous écoutent, on ne va pas chercher le nom et le prénom de chaque citoyen, mais de connaître évidemment notre population, qui est le premier sens d'une commune, c'est l'organisation de sa population, notamment à travers la tenue des registres d'état civil. D'ailleurs, on a depuis plus près de 20 ans une collaboration avec la ville, avec un quartier de Kinshasa. C'est ce que nous faisons. Nous aidons à monter un fichier d'état civil parce que savoir qui habite sa ville permet justement de développer des politiques. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez nouveau de bénéficier d'autant de données. Il va y avoir un tri quand même très très important. Ça va encore plus se multiplier avec tout ce qu'on connaît avec les GSM, tout ce qu'on peut tracer. Alors ça peut aussi poser un vrai débat sociétal sur la façon dont ces données sont utilisées, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport peut-être au début de vos études ou maintenant, on peut quand même dire que l'on bénéficie de données qui permettent d'affiner quartier par quartier, quasi rue par rue, les offres qui sont présentes sur le territoire. En tout cas, les défis sont grands et on ne fait que progresser dans le métier et au sein de l'administration. Et effectivement, la donnée est l'information la plus importante pour faire fonctionner tout ça. Si on n'a pas l'information, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, on ne peut pas faire de bonnes cartes ou avoir un résultat réel. Et donc, à la ville de Bruxelles, pour ce projet de la ville à 10 minutes, le défi a été très grand, vu qu'on collecte des informations, que ce soit en interne, mais assez peu. On va beaucoup aller s'associer avec les institutions régionales, les communautés, pour notamment l'instruction publique. On va également chercher des informations privées. Donc, on développe toute une série de partenariats et d'associations et on va aussi chercher des informations sur des plateformes open data. Sans ça aurait été impossible d'avoir cet indicateur se matérialiser sur carte. Le travail aurait été beaucoup trop conséquent, vu qu'on reprend 85 informations différentes, donc tout ce qui était de l'instruction publique, la mobilité, donc tout ce que je disais, le vivre ensemble, le commerce. Il y a un besoin d'automatisme qui est très très grand. On ne peut pas collecter à la main cette information, la maintenir à jour. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que maintenant, dans le modèle qui est développé, il y a un côté automatique pour les autres départements qui vient alimenter le modèle en permanence. C'est vraiment ça une des clés. C'est pour ça qu'il a mis du temps à sortir, d'ailleurs, entre le moment où on sort le concept en 2017-2018 et le moment où on a l'outil. Il y a quand même plusieurs années qui sont passées parce que le but, comme vous le dites très bien, c'est aussi que l'outil soit auto-alimenté par les différents services et les différentes données qui sont collectées. Et là-dessus, c'est très important pour gagner du temps et avoir l'information la plus à jour possible. Ça fait partie de la crédibilité du résultat qui sort. Alors, le modèle a plusieurs stades de maturité, on va dire. Là, on est à un stade intermédiaire, donc il y a certaines données qui se mettent à jour automatiquement, d'autres qui doivent encore être améliorées pour la sortie de l'outil. Et donc, c'est un travail constant et je pense qu'il est hyper important à la ville et il permet aussi de développer, comme je le disais, des partenariats qui sont très intéressants pour la suite, parce que
les informations qu'on va collecter dans le cadre de ce partenariat ne s'arrêtent pas à la ville à 10 minutes. Il y a une série d'applications qui pourront se faire et la connaissance territoriale ne pourra être que de plus en plus grande. C'est important aussi de préciser qu'on ne s'est pas arrêté à collecter les informations sur le territoire de la ville de Bruxelles, parce que la vie des citoyens ne s'arrête pas à la frontière. On a besoin d'aller chercher l'information de la boulangerie qui se situe juste au-delà de la frontière, les centres sportifs qui attirent des personnes des communes. Donc il y a une sorte de mobilité, on va dire, des pratiques entre les habitants des différentes communes de la région de Bruxelles. Et donc ça a été là-dessus un énorme défi. Ce n'était pas que les données de l'administration sur le territoire de la ville de Bruxelles, c'était les données de plein d'administrations et même des données privées, vu qu'on parle du commerce, c'est privé. Et voilà, ça a ouvert les horizons et de très bonnes perspectives pour la connaissance territoriale de manière générale. Et peut-être pour rassurer, parce qu'on entend le data, on voit toujours Big Brother, la fameuse œuvre de George Orwell et de 1984, de dire aussi que on ne se ferme pas la porte à des accidents urbains. Comme je dis, il y a parfois des choses qu'on n'a pas prévues qui se passent dans la ville. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que moi, je crois beaucoup à la fonction organique des villes. C'est que tout ne peut pas se décider dans une ville. Alors évidemment, il faut des outils d'aide à la décision et je pense que c'est vraiment important ce qui est en train de se développer dans votre service. Mais il y a des choses qui, tout d'un coup, il y a une population qui va prendre corps d'un quartier, qui va une fonction qui va se développer qu'on n'avait pas prévue, qui n'avait pas été programmée. Je le répète, c'est pas parce qu'on étudie les choses et qu'on tente en tout cas d'en maîtriser une partie qu'il n'y a pas une fonction, c'est d'ailleurs la chance de l'humanité, une fonction pas de hasard, mais je dirais d'accident, quoi, de fait de choses qui vont se développer sans qu'on ne les ait prévues. Je crois que c'est aussi intéressant de le savoir parce qu'en fait, notre société est en perpétuel mouvement. Ça aussi, ça va être un des vrais défis, c'est d'adapter le modèle et de se dire que parfois, il est comblé d'une façon et il ne l'est pas d'une autre. Donc, ça va être un des gros défis au-delà de l'aide à la décision. Ça va être aussi d'essayer d'anticiper une série de révolutions urbaines. Alors oui, effectivement, donc vous avez parlé de plusieurs choses. Première réaction, le modèle n'est pas la police du territoire. C'est une bonne formule. Voilà, donc le résultat du modèle ne va pas dire il n'y a que ça à faire. C'est pas une intelligence artificielle où on pose une question et il n'y a qu'une seule réponse. Notamment le contexte foncier à Bruxelles est assez particulier. Il y a de moins en moins de réserves foncières et donc il ne faut pas que via ce modèle, on passe à côté d'une opportunité pour créer quelque chose. Effectivement, il peut évoluer avec le temps, ce modèle. Donc si demain, un nouveau type d'équipement devient important au niveau du vivre à Bruxelles, on pourra faire évoluer le modèle pour faire rentrer l'information et voir le résultat que ça a au niveau de la ville à 10 minutes. Autre chose intéressante, on peut de manière prospective tester certaines choses. On avait notamment sorti la carte de l'évolution de l'accessibilité au niveau des transports publics avec l'arrivée du tram à NOH. Donc voilà, on peut faire des tests et voir ce que ça donne. Est-ce qu'un projet va vraiment participer à ouvrir cette ville à 10 minutes auprès des citoyens ? Effectivement, le côté très important de rappeler qu'on ne collecte pas de données à caractère personnel ici. Et c'est pas une question, voilà, vous avez parlé de Big Brother, on regarde pas avec des caméras ce qui se passe. Ce sont des données très territoriales et elles ne sont pas personnelles. Et le côté, effectivement, c'est pas la police urbanistique, ce modèle. Vous avez donné un bon exemple, je trouve, qui est le transport public. Parce qu'un des vrais débats, c'est doit-il arriver quand il y a suffisamment d'intensité urbaine, de densité, ou doit-il l'anticiper ? Or, on voit que dès qu'on développe une ligne, on a vraiment un phénomène économique et d'habitat qui se développe. Donc on sent vraiment que c'est la réponse aujourd'hui. Une des grandes questions que nous développons avec la STIB, alors il y a le grand débat du métro dont on sait qu'il est compliqué. Alors il ne faut pas oublier qu'un métro, ça transporte énormément de gens. Et donc si on veut regagner de l'espace public, il faut voir comment on transporte les personnes. Même si ici on parle de 10 minutes à pied, oui. Vous l'avez dit, la meilleure façon de lutter contre un quartier qui deviendrait une nasse, c'est de leur permettre de sortir facilement, même sans sa voiture, en allant se déplacer dans un autre quartier. Quel est un peu le regard ? Comment est-ce que vous avez quantifié par rapport au transport ? Est-ce que vous pensez que, justement, parce qu'on est dans un modèle de ville à 10 minutes à pied, que le transport en commun, comment est-ce qu'il rentre dans les différentes cases de votre modèle à la fois cartographique, mais aussi d'aide à la décision ?
D'abord, on regarde le type de transport. Donc, dans l'indice final de la ville à 10 minutes, le poids d'un arrêt de bus par rapport à un arrêt de tram n'est pas le même et il n'est pas également le même par rapport à un métro. La gare étant considérée comme quelque chose de plus de proximité, elle a également un poids différent. Au niveau des règles qu'on a pris, le but était de s'insérer au maximum dans ce qui a été développé au niveau régional. Donc on a repris les mêmes indices de distance que présentés dans le monitoring des quartiers de la région. Le but étant de pouvoir nourrir le dialogue le plus grand possible avec les institutions régionales et donc ne pas définir des distances spécifiques à la ville de Bruxelles, mais bien s'insérer dans un outil qui pourra être partagé avec les autres communes à terme. Bah ça, c'est un peu l'objectif, évidemment, sachant d'ailleurs que la population est très mobile. Je voyais une statistique dernièrement que chaque année, c'est 10% des Bruxellois qui déménagent. Alors, ils ne déménagent pas en dehors de Bruxelles. Donc, je rappelle que la balance est positive. Il y a plus de gens qui viennent vivre à Bruxelles qu'il y a des gens qui ne sortent de Bruxelles. Et ceci dit, moi j'ai toujours dit qu'une grande ville doit se développer avec son hinterland. Il faut arrêter d'avoir peur, ça c'est très institutionnel, très belge. Attention, si l'hinterland se développe, c'est au détriment de la ville. Bah non, les villes se sont toujours construites aussi avec un hinterland puissant. Question assez complexe, je reconnais. Quand vous regardez votre modèle, est-ce qu'il y a une fonction urbaine qui se détache comme étant un manque? Je m'explique, pendant longtemps, on a eu les places scolaires. Donc, on sait que l'école était vraiment un des alpha et oméga puisqu'on avait un boom démographique. Aujourd'hui, on sait que dans le Pentagone, on a moins d'enfants. Donc, on a plutôt une offre scolaire qui semble suffisante. C'est plutôt au nord de Bruxelles qu'il faut la développer. Est-ce que vous avez d'autres éléments qui peuvent ressortir comme étant des fonctions urbaines, soit en manque, soit en surabondance? Alors pour l'instruction publique, justement on a dans l'objectif, après d'avoir cartographié l'offre, de pouvoir calculer des taux de saturation. Donc regarder le nombre de places qui sont proposées par rapport à la demande. Et donc là j'imagine qu'on aura un résultat assez différent de ce qu'on avait en termes d'accessibilité. Alors en termes d'accessibilité, y a des données qui sont plus contractées que d'autres, donc celles qui se situent à 5 minutes sont encore plus exigeantes en termes d'accessibilité, et il y a effectivement certaines zones qu'on avait constatées qui étaient plus en carence. Après, au niveau détail donnée par donnée, là je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'on avait regardé notamment au niveau de l'îlot sacré et de l'accessibilité à des bulles à verre, vu que la difficulté est là d'implanter des bulles à verre dans l'espace UNESCO. Mais c'est de dire aussi qu'il y a une vraie acupuncture dans votre analyse, parce qu'on peut croire que ce ne sont que les grandes fonctions, les 7-8 que j'ai citées au début de ce podcast, mais en fait, ce qui est intéressant, vous avez bien parlé de 85 entrées, enfin en tout cas oui. Schémas qui pouvaient rentrer dedans, mais la bulle à verre, en fait, l'accessibilité à mettre ses déchets et de voir comment on traite ces déchets, notamment à travers le tri, est fondamentale. Donc ça veut dire qu'on va même jusque-là. Et donc l'acupuncture urbaine, c'est aussi quelque chose qui améliore l'habitabilité. Ce n'est pas que les grandes infrastructures. On peut prendre l'exemple de l'îlot sacré, que ceux qui ne connaissent pas bien Bruxelles est donc un quartier qui était principalement dédicacé au restaurant, l'Horeca, et aujourd'hui un lieu très habité, dans lequel il y a eu beaucoup de développement d'habitat, et donc une autre fonction urbaine qui est comment on gère l'habitat par rapport à ça. Ce qui prouve de nouveau le côté très organique de la ville, parce que c'est pas quelque chose qui était totalement décrété. Exemple qui est sorti ce week-end aussi, c'était le nombre d'habitations dans la rue Neuve, qui est une rue qui était complètement monofonctionnelle. Pendant des années, on a dit mais c'est quand même incroyable, il y a près de 400 ou 700 logements vides au-dessus des commerces. Ce qui est vrai, les commerces gagnaient, les propriétaires gagnaient tellement en louant leur commerce qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de travailler sur les étages. Aujourd'hui, il y a 240 logements au-dessus des commerces de la rue Neuve, ce qui amène donc de nouveaux habitants, mais aussi d'autres demandes par rapport aux fonctionnalités urbaines. C'est des choses que vous avez vues apparaître dans les différents modèles que vous avez développés? Effectivement, il y a eu des courants urbanistiques qui faisaient qu'on allait mettre des bureaux à un endroit, le centre historique allait rester à un autre endroit. Donc la division des fonctions a été pendant tout un temps la norme. Là, la ville à 10 minutes a pour objectif de plutôt ramener une mixité fonctionnelle dans les quartiers et de permettre de créer des lieux de vie dans des endroits qui le seraient moins. Et effectivement, on voit notamment dans le quartier européen où le résultat global se centre plutôt les résultats de la ville à 10 minutes sont plutôt positifs du côté du Square Ambiorix, mais du côté des quartiers des bureaux, il y a encore du travail à faire pour permettre justement l'arrivée de nouveaux habitants. Il y a aussi du côté de Tour et Taxi qui va avoir arrivé des habitants qui pour l'instant a un score
plutôt faible, mais justement, il y a cette ouverture avec la création du réseau qui va arriver et des équipements qui vont s'implanter sur l'endroit. Donc, effectivement, le côté mixité de la ville est très important et c'est ce qui va permettre justement avec cet outil de pouvoir se développer, d'appuyer ça sur quelque chose de scientifique et d'objectif. Que dire d'autre C'est vrai que le côté mixte, c'est peut-être ça la clé aussi de cette ville à 10 minutes, c'est de dire il faut plus de quartiers multifonctionnels. Parce que vous l'avez dit, beaucoup de gens le savent, sur le quartier européen, on le sait que c'était une erreur de tout raser comme ça, d'hyper concentrer une fonction, au point même que les gens qui y travaillent ne sont pas heureux de travailler dans un quartier qui a ce côté monofonctionnel, qui s'arrête à un moment donné à 18h. Et on voit que cette reconquête urbaine, dans l'habitat, dans les commerces de proximité, dans les équipements de proximité, en fait, satisfait même les personnes qui ne font que passer dans ce quartier. Et on sent vraiment, alors on le sentait comme homme ou comme femme politique à travers les contacts que nous avions, mais on le voit dans ce genre d'outils et qu'on peut détecter, tiens, mais qu'est-ce qui manque, et en allant vraiment dans le détail, pour améliorer l'habitabilité aussi de ces quartiers. Effectivement. Il y a aussi le côté sécurité, de voir les quartiers vides le soir, c'est un sentiment un peu... on appréhende un petit peu. Et donc effectivement, la mixité également aussi au regard du chrono-urbanisme. Donc l'outil va servir à pouvoir concentrer dans des lieux spécifiques plusieurs fonctions et donc optimiser l'utilisation de certains lieux de l'administration, mais aussi au sens plus large pour justement développer une vie de quartier encore plus forte et des noyaux d'identité locale. Je crois que c'est vrai que c'est sur le chrono-urbanisme, de nouveau, on est sur la multifonctionnalité de nos quartiers. Voilà, on termine ce podcast. Merci beaucoup, Adeline de Vlechover. Je rappelle que vous êtes géographe et que vous travaillez au service planification de la ville de Bruxelles et que vous avez mis en place l'outil qui permet justement d'avoir la photographie dynamique, parce que c'est pas une photographie figée, évidemment, de ce concept de ville à 10 minutes. Merci en tout cas de nous avoir permis d'avoir cet éclairage particulier sur à la fois votre métier et sur le devenir de la ville de Bruxelles. Merci à vous. Merci pour l'invitation.